Voilà, je vais vous présenter les modalités de subjectivation trans iranienne, les disciplinaires, les stratèges et les indociles. Donc, cette présentation est basée sur mon travail de thèse que j'ai réalisé en 2013 jusqu'à 2018. Donc, en Iran, comme tous les pays où on peut trouver un protocole médico-légal pour légaliser la demande des personnes trans, on est basé normalement sur le DSM, sur le manuel diagnostique de troubles mentaux. Donc, en Iran, on est basé sur le DSM-4, la version 4, dans laquelle la demande d'une personne trans pour réaliser la chirurgie de réassignation sexuelle, c'est un symptôme de dysphorie de genre ou désordre d'identité de genre. En Iran, l'homosexualité demeure toujours criminelle. Donc, l'Iran fait partie des pays que vous voyez dans cette carte malheureusement rouge. Donc, dans cette carte, vous voyez un peu la situation des personnes trans face au changement d'état civil dans le monde. Et vous voyez que l'Iran donc fait partie des pays rouges. Ça veut dire toujours pour les personnes trans, cette demande est acceptée, mais toujours à la condition de le traiter comme une demande médicale. Donc, la stérilisation est obligatoire. Peut-être vous me demandez qu'est-ce qui s'est passé pour cet ayatollah de légaliser finalement cette demande dans cette société où on parle de la criminalité de l'homosexualité, mais d'autre côté, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, quand je parle de l'islam, il faut toujours faire attention de quel islam on est en train de parler. Donc, chaque fois que je parle de l'islam, on est en train de parler de la pensée islamique chiite institutionnalisée par l'État théocratique en Iran. Donc, c'est vraiment précis. C'est le principe de l'éthique médicale islamique qui nous dit que la nécessité prime sur l'interdiction. Ça veut dire s'il y a une interdiction de modifier la création divine, si la personne est dans une situation de détresse, donc ici la nécessité prime sur l'interdiction. En Iran, il existe un protocole médico-légal pour les personnes trans qui souhaitent finalement changer leur document d'état civil. Ce protocole commence par recevoir un diagnostic psychiatrique de troubles d'identité de genre ou dysphorie de genre. Une fois que la personne a cette autorisation, pourquoi cette autorisation c'est important? Parce qu'en Iran, par exemple, dans les espaces publics, il faut présenter toujours avec les normes de genre, ça veut dire les habits, toutes les représentations doivent être en harmonie avec les normes de genre. Donc, une personne trans qui veut s'habiller en tant que femme alors que ses identités sont hommes, il faut avoir une autorisation afin d'éviter l'arrestation. Donc, cette autorisation laisse les personnes trans de s'habiller dans le genre souhaité et commencer leur traitement par l'hormonothérapie et stérilisation qui est obligatoire, comme je vous ai dit, et la reconstruction de l'organe sexuel. Une fois que tout est fait, la personne doit demander sa demande auprès du tribunal familial pour finalement changer ses identités. Donc, vous voyez qu'il y a une labyrinthe, si on peut dire, institutionnelle. Parfois, ce processus peut durer 2 ans, un peu plus montrer cette bureaucratie de changement de sexe, de passer par donc diagnostic psychiatrique, passer 4-6 mois de thérapie pour vraiment diagnostiquer et pour vraiment filtrer la demande de cette personne, ce qui on peut dire comme un dispositif de filtrage en ce qui est vraiment trans et ce qui joue le rôle d'une personne trans et pour un peu bénéficier de ce système. Avec tout ça, j'ai essayé de proposer quelques différentes modalités de réaction. Donc, je me base sur mes entretiens que j'ai réalisés auprès de 35 personnes trans en Iran, en Turquie en tant que demandeur d'asile à Paris, mais aussi d'autres entretiens que j'ai réalisés avec les personnes engagées dans ce protocole institutionnel. Donc, le premier groupe ou la première forme de réaction, ce sont les disciplinaires du protocole institutionnel. Ce sont les gens qui se sentent très contents, très à l'aise dans ce qu'ils peuvent trouver dans ce protocole iranien. Mais ce qui peut arriver, c'est que comme ils doivent passer par ce dispositif de filtrage, elles peuvent finalement reproduire le même discours qui définit juste une seule façon pour être trans. Le deuxième groupe ou la deuxième modalité de réaction, ce sont les groupes que je les ai nommés comme les groupes elles créent des formes d'auto-adaptation pour finalement arriver à cette identité légalement reconnue dans la société. Donc, le troisième groupe, ce sont les indociles au protocole. Donc, ces indociles, ce sont les gens qui abandonnent complètement et ceux qui peuvent devenir les outsiders, si on peut dire, de ce protocole médico-légal en Iran. Donc, ce groupe constitue de deux groupes. Ce sont les gens qui abandonnent parce qu'ils ne peuvent pas vraiment réaliser cette chirurgie pour différentes raisons, financières, familiales, psychologiques. Mais les autres, ils font un choix
un choix de rejeter le protocole, un choix vraiment critique par rapport de ce protocole qui limite juste et donne une forme, une seule façon d'être trans. Donc, elles peuvent devenir aussi les groupes des demandeurs et des réfugiés trans qui quittent le pays finalement. On peut dire que finalement, ces différentes modalités de réaction, ces différentes modalités de subjectivation sont créées, en fait, sont produites, cette forme de subjectivation, d'abord dans une grande atmosphère de gender normativity ou de la normativité du genre où on peut trouver finalement une institutionnalisation de cette demande, ce qu'on peut dire comme une transnormativité à l'iranienne, donc avec toutes ces particularités. Voilà, donc je vais finir ma présentation à citer donc Salman Aras. La masculinité telle que je la ressens est différente de celle ressentie par un autre homme. De la même façon, la féminité telle que tu la ressens est différente de celle ressentie par une autre femme. Je crée ma masculinité à ma façon. Elle n'est pas un copier-coller de quelqu'un d'autre, elle est la mienne.